On a le plaisir d'accueillir Damien Bouchard, qui est référent sur le sujet aussi de l'antibiorésistance et qui va nous faire, qui travaille à l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, et qui va nous faire une présentation sur le nouveau règlement du médicament en médecine vétérinaire. Eh ben, merci beaucoup pour cette introduction. Et je vais commencer effectivement par vous remercier et l'ensemble du comité d'organisation de m'avoir invité et permettre de vous présenter un sujet qui, je l'espère, vous intéressera un minimum parce que c'est un peu la double peine pour vous. C'est à la fois du vétérinaire et en plus de la réglementation. Donc, j'espère que ça vous intéressera un minimum et je tâcherai de rendre ça à minima le plus pédagogique et le plus ludique. Donc effectivement, moi je travaille au sein de l'ANSES, qui est l'Agence nationale de sécurité sanitaire. Et en fait, au sein de l'Agence nationale de sécurité sanitaire, il y a une autre agence qui est en fait l'ANMV, qui est l'Agence du médicament vétérinaire, qui est en fait l'ANSM vétérinaire pour faire simple. On peut changer. Donc, juste avant de rentrer dans le dur de la présentation, je vais vous présenter très, très succinctement l'Agence du médicament vétérinaire pour ceux qui ne le savent pas. Donc, c'est une agence qui est localisée juste à côté de Rennes, qui est à Fougères et qui a pour objectif, en fait, on va dire, d'assurer l'évaluation scientifique et des risques liés à l'utilisation, en fait, des médicaments vétérinaires, assurer la gestion et la surveillance des médicaments vétérinaires, notamment le contrôle, l'inspection, mais aussi tout ce qui est pharmacovigilance, post-autorisation de mise sur le marché. Donc, pour entrer dans le dur de la présentation relative au nouveau règlement médicaments vétérinaires qui est entré en application en fait en janvier 2022, donc je vais vous présenter un petit peu de contexte à la fois national et européen en fait relative à l'antibiotique et l'antibiorésistance. Des grands micros, oui, ils sont très grands pour le coup. Ouais, je vais faire ça parce que c'est moi qui suis pas très grand du coup. Vous préférez ces micros-là? Ouais. Je vous rends celui-ci. C'est moi. Alors effectivement, donc un peu de contexte. Donc le contexte de l'antibiorésistance et de la lutte contre l'antibiorésistance au niveau européen est relativement ancien. Et sur cette présentation, je vous ai mis en fait l'histoire de la législation pharmaceutique vétérinaire, d'abord au niveau français, avant bien sûr la création de l'Union européenne, puis on va dire des événements plus d'actualité au niveau de l'Union européenne. Donc l'histoire au niveau européen va commencer finalement avec la publication de ce qu'on appelle le rapport Swan, en fait, qui a été publié en 1969 et qui indiquait dès ce moment-là que l'utilisation d'antibiotiques dans l'alimentation animale allait en fait poser un problème et être créatrice de résistance pouvant causer des problèmes aussi pour la santé publique. Donc, à partir de ce premier constat en 1969, il y a eu énormément de travaux scientifiques qui ont permis de démontrer effectivement le lien entre l'usage dans l'alimentation animale et la résistance. Et c'est pour ça, en fait, que beaucoup d'actions ont déjà été entreprises, on va dire, au niveau national d'abord, puis européen, sur l'utilisation des antibiotiques dans le domaine vétérinaire. Donc, sur cette première phase, on va dire, allant jusqu'à 1975, la législation pharmaceutique vétérinaire était assez imprécise et assez imparfaite, mais on peut quand même souligner en 1975 une première loi en fait, qui définit un cadre législatif relatif à la pharmacie vétérinaire, donc notamment sur les conditions d'autorisation de mise sur le marché et aussi de contrôle et d'inspection. Lorsque l'Union européenne a été créée, en 2001, en fait, il y a eu un premier cadre harmonisé pour l'ensemble des pays européens qui a été développé. Et donc, en fait, c'est la directive 2001 qui a permis de définir un cadre harmonisé à l'ensemble des pays de l'Union afin de, on va dire, cadrer à la fois l'autorisation de mise sur le marché, les conditions d'utilisation et aussi d'inspection et de contrôle liés aux médicaments vétérinaires. Donc aujourd'hui, cette directive en fait n'a plus lieu puisqu'en 2022 est entré en vigueur le nouveau règlement vétérinaire qui en fait comprend trois paquets pharmaceutiques, donc le 2019-4, le 2019-5 et le 2019-6. Et ces trois règlements vétérinaires en fait encadrent l'ensemble des procédures et des formes pharmaceutiques en fait disponibles pour le médicament vétérinaire, et notamment le 2019-4 qui lui va spécifiquement s'adresser à la voie d'administration et la formulation qui est spécifique à l'animal, qui est l'alimentation, donc l'aliment médicamenteux.
le 2019-5 qui régit l'Agence européenne du médicament et les mises sur le marché, et le 2019-6 qui, lui, est spécifique en fait à l'usage du médicament vétérinaire. Et ce nouveau règlement, en fait, s'accompagne, et il a été mentionné en introduction, notamment par la présidente, il me semble, qu'il y a un nouveau objectif européen fixé à une échéance de 2030 qui fait partie en fait de ce qu'on appelle le pacte vert européen, donc le European Green Deal, avec effectivement un objectif de réduction de 50% de la quantité d'utilisation d'antibiotiques en prenant comme année de référence l'année 2018. Donc, en parallèle finalement de cette évolution législative, bien sûr, il y a eu en fait énormément de travaux scientifiques et de recommandations qui ont émané et qui ont permis de construire de manière robuste en fait ce règlement. Et donc, à noter qu'en parallèle de ces actes législatifs, donc en 1999 a commencé la surveillance des ventes d'antibiotiques en médecine vétérinaire en France. En 2006, c'est une année assez charnière puisqu'en fait, ça a été l'année d'interdiction au niveau de l'Union européenne de l'utilisation des antibiotiques comme facteur de croissance, donc en lien notamment avec l'ensemble des observations liant l'alimentation à la résistance. Et en 2009 a débuté la surveillance européenne des ventes d'antibiotiques de manière harmonisée dans les pays de l'Union. Donc, comme je le disais, en fait, en parallèle de ce paquet législatif et de l'évolution de la législation en matière de médicaments vétérinaires, en fait, il y a eu de nombreux travaux scientifiques qui ont permis aussi d'apporter, on va dire, des éléments pour la construction de cette législation. Et un des travaux, un du travail, en fait, qui était relativement important, mené par un groupe d'experts au niveau de l'Agence européenne du médicament, en fait, a été publié en 2020 et repose sur la catégorisation des antibiotiques pour une utilisation prudente et raisonnée chez les animaux. Et donc, cette infographie repose sur un rapport de plusieurs centaines de pages où l'objectif était finalement de faire une hiérarchie parmi les substances actives qui pourraient être disponibles dans le monde vétérinaire afin effectivement de guider les vétérinaires dans leur pratique du quotidien. Et donc, cette catégorisation a abouti en 4 catégories différentes. On va retrouver la catégorie A, en fait, qui sont la catégorie évitée, mais c'est des antibiotiques non autorisés pour la médecine vétérinaire. Mais il peut y avoir des usages sporadiques dans ce qu'on appelle la cascade vétérinaire, puisque je ne sais pas si vous le savez, mais dans la cascade vétérinaire, lorsqu'un produit n'est pas disponible pour une indication, ils peuvent faire une sorte d'escalade thérapeutique allant même jusqu'à l'utilisation d'un médicament humain si vraiment la justification se fait par le vétérinaire en charge du traitement. Donc, la catégorie A, c'est les antibiotiques non autorisés. On va avoir les antibiotiques de la catégorie D, qui sont finalement les antibiotiques les plus critiques. On va retrouver dans cette catégorie les céphalosporines de 3 4e génération, les fluoroquinolones et la colistine. Les catégories C d'antibiotiques, qui sont la catégorie attention, pour lesquelles finalement ils sont moins critiques pour la santé humaine, mais dont l'intérêt et la disponibilité sont, eux, nécessaires aussi pour la médecine vétérinaire. Et les antibiotiques de la catégorie D, qui, pour la médecine vétérinaire, seront ce qu'on appelle en fait les antibiotiques de première ligne ou les traitements initiaux. Mais globalement, c'est, j'imagine, les mêmes aussi en santé humaine, puisqu'on va retrouver les pénicillines à spectre étroit et les tétracyclines et les TMP-sulfa, etc. L'ensemble, en fait, des classes thérapeutiques de traitement initial. Donc ça a été un travail assez cadre, en fait, qui a permis de donner pas mal d'éléments et d'informations, on va dire, aux praticiens vétérinaires. Et cette catégorisation, en fait, a été accompagnée aussi d'un gros travail de revue de la littérature scientifique, notamment pour amener des recommandations, en fait, sur l'importance de la voie d'administration en matière de sélection de l'antibiorésistance. Et donc, ce travail a permis de définir une hiérarchie, en fait, des voies d'administration en médecine vétérinaire, de la moins impactante en termes de résistance avec une visée santé publique vers en fait les plus impactantes en termes d'antibiorésistance. Et donc on va avoir, pour faire le lien avec les présentations précédentes, en premier lieu, en fait, on va avoir les traitements individuels locaux qui, eux, finalement, en termes d'impact pour la santé publique, vont être peu impactants, notamment parce qu'ils exposent peu en fait les tractus digestifs des animaux et donc avoir une excrétion de résistance plus faible. Et par gradation, en fait, on va avoir des traitements de groupe, puis en fait des traitements oraux de groupe qui, eux, vont avoir un impact majeur en termes de résistance, puisqu'ils vont à la fois sélectionner les résistances sur
sur les pathogènes, sur les commensaux au niveau du tractus digestif, et après pouvoir être relargué via les fesses, l'épandage, le lisier et l'eau, etc., et créer vraiment un continuum en fait, de dissémination de la résistance. Donc ça a été assez intéressant. Et l'objectif pour nous, c'était vraiment de préciser aux vétérinaires que, en parallèle de la catégorisation, vous devez aussi réfléchir à la voie d'administration la plus adéquate pour minimiser l'impact de votre traitement en matière d'antibiorésistance. Donc, pour conclure un petit peu sur ce contexte, donc effectivement, le nouveau règlement européen fixe ce pacte vert en fait, de réduction des quantités, mais les objectifs principaux sont effectivement de définir un cadre moderne et innovant pour les médicaments vétérinaires, de stimuler l'innovation et la disponibilité des médicaments, et vous le verrez pendant ma présentation que c'est un volet qui est assez important aussi dans l'innovation thérapeutique et le développement de nouveaux médicaments aussi pour la santé animale. Et enfin, un des troisièmes piliers de cette réglementation, c'est la lutte contre la résistance, pas seulement aux antibiotiques, ça c'est quelque chose de relativement nouveau pour le nouveau règlement, puisqu'il s'élargit aujourd'hui aux antimicrobiens, puisqu'on va inclure la résistance aux antifongiques, antiviraux et antiparasitaires aussi dans la réflexion. Donc, le nouveau règlement vétérinaire. Donc, aujourd'hui, je vais me concentrer, on va dire, sur les deux gros paquets pharmaceutiques que sont le 2019-4 et le 2019-6. Le 2019-4 sur la gauche qui concerne les aliments médicamenteux et le 2019-6 sur les médicaments vétérinaires au sens global. Donc, sur l'aliment médicamenteux, donc juste pour rappel, comme je vous l'ai présenté lors de cette frise de l'histoire de la législation pharmaceutique, en fait, en 2006, il y a eu cette interdiction d'utilisation d'antibiotiques comme additifs alimentaires à des fins de croissance. Donc ça, c'était en 2006. Aujourd'hui, le nouveau règlement vétérinaire publié en 2022 interdit, lui, l'utilisation prophylactique, donc en fait l'utilisation en prévention des aliments médicamenteux contenant des antimicrobiens. Donc là, c'est un peu l'étape d'après, c'est-à-dire qu'on avait toujours le droit d'utiliser des antibiotiques dans l'alimentation pour prévenir l'apparition de maladies. Et donc là, aujourd'hui, avec ce nouveau règlement, la prophylaxie n'est plus autorisée avec cette voie d'administration. Donc, il y a toujours de la prophylaxie vétérinaire qui est possible avec d'autres voies d'administration, mais plus par l'aliment médicamenteux. Et ça, c'est quelque chose d'assez majeur. Et notamment, les derniers chiffres montrent bien l'impact de ce nouveau règlement, puisqu'on a presque 90%, bien sûr, de réduction de l'utilisation d'antibiotiques par la voie d'administration qu'est l'aliment médicamenteux. Donc, c'en était tout pour le 2019-4, qui c'était la mesure phare en fait de ce règlement qui interdit l'utilisation en prophylaxie. C'était quelque chose de relativement majeur à souligner. Concernant le 2019-6, lui, en fait, il introduit des mesures vraiment concrètes pour lutter contre la résistance aux antimicrobiens liés à l'utilisation des médicaments vétérinaires. Et il introduit même, et je ne vais pas le présenter là, mais il introduit des vraies mesures sur le prescripteur, même dans sa manière de rédiger en fait sa prescription. Donc, par exemple, il va devoir vraiment définir quels sont les animaux cibles et justifier en fait à la fois le choix de la molécule, le choix de la voie d'administration et le nombre d'animaux traités. Donc vraiment, c'est quelque chose qui a été longuement critiqué par la profession vétérinaire puisque ça ajoute vraiment un gros travail et d'effort en fait pour le prescripteur dans sa manière de rédiger une ordonnance. Et donc, les différentes mesures, je ne vais pas citer tout le règlement parce qu'il y a énormément de mesures en lien avec la lutte contre l'antibiorésistance, mais j'en ai sélectionné quelques-unes qui sont relativement importantes. Donc, il y a notamment l'article 107, donc le 107.3 et le 107.4, qui en fait encadrent de manière assez importante l'utilisation d'antimicrobiens en prophylaxie et aussi en métaphylaxie. Donc, prophylaxie, c'est de la prévention hors aliments médicamenteux, et métaphylaxie, en fait, c'est ce qu'on appelle un traitement, c'est des traitements de groupe où on a une copopulation entre des populations saines et des populations infectées. Et l'objectif, c'est de limiter la propagation en fait, d'une maladie contagieuse. Et donc, ces articles introduisent des fortes restrictions, notamment sur la prophylaxie, puisqu'en fait, le nouveau règlement indique aujourd'hui que l'utilisation en prophylaxie ne peut être que dans des cas exceptionnels, avec une forte justification en fait, par le prescripteur. Et deuxièmement, pour les antibiotiques, une prophylaxie ne peut être faite que sur un individu unique.
Donc, stop en fait aux prophylaxies sur groupe d'animaux. Aujourd'hui, c'est une évaluation clinique individuelle sur chaque animal qui devra bénéficier d'une prophylaxie. Et on va dire que le moment de l'utilisation de la prophylaxie est aussi important puisqu'il va devoir justifier en fait du risque infectieux que rencontre l'animal pour justement justifier en fait sa prophylaxie. Et donc, les risques infectieux doivent être très élevés et les conséquences du non-traitement doivent être graves. Et donc, l'ensemble de ces informations doivent vraiment être précisées sur la prescription, sinon il est en dehors des clous de la réglementation européenne. Concernant la métaphylaxie, là aussi, en fait, il n'y a pas forcément de restrictions spécifiques comme la prophylaxie, mais plus une justification à apporter par le vétérinaire responsable afin de justifier en fait sa pratique en matière de traitement de groupe. Le deuxième article qui est relativement important parce qu'il engendre beaucoup de travail au niveau de chaque État membre, en fait, c'est la collecte des données. Et donc là, jusqu'à ce nouveau règlement, la collecte de données n'était pas obligatoire en fait au niveau européen et était soumise en fait au volontariat des différents États membres. Mais depuis la publication de ce règlement et cet article 57, il y a une déclaration obligatoire des États membres, notamment relative aux données non seulement de vente d'antibiotiques, mais d'usage. Donc, chaque État va devoir en fait transmettre des données de manière annuelle sur non seulement des données de vente qui sont issues des titulaires d'autorisation de mise sur le marché, mais aussi les données directement de prescription de vétérinaires. Et ça a nécessité en fait la coordination entre l'ordre des pharmaciens, l'ordre des vétérinaires, le ministère de l'Agriculture, etc., pour développer un projet que l'on a appelé Calypso, qui est en fait une base de données commune qui permet de faire une remontée des données de prescription informatisée directement et centralisée pour permettre en fait cette transmission de données à l'Agence européenne du médicament. Donc, sachant que c'est échelonné, donc pour 2024, l'objectif, c'est une transmission de données pour les bovins, les volailles et les porcs. En 2027, pour les autres animaux producteurs de denrées et en 2030, pour les animaux de compagnie. Et ça, c'est un gros challenge parce que même encore jusqu'à aujourd'hui, on va dire, on n'est pas encore prêt à 100% à transmettre les données, sachant qu'il faut une adhésion croissante des praticiens vétérinaires pour utiliser cet outil Calypso et avoir des données, des données robustes. Et enfin, la dernière mesure importante à souligner, c'est l'article 118. C'est ce qu'on appelle finalement une mesure miroir. Et en fait, cet article 118, il interdit l'importation d'animaux qui auraient été traités soit avec des antibiotiques facteurs de croissance, soit avec des antibiotiques interdits pour l'utilisation en médecine vétérinaire au sein de l'Union. Et donc ça, c'est relativement important puisque en fait, on impose des mesures très drastiques à nos professionnels et à nos éleveurs, mais en parallèle de ça, on va importer finalement des denrées qui, eux, ne respectent pas nos réglementations. Et c'est pour ça que la France, notamment, cet article a été poussé par notamment les autorités françaises et était une mesure miroir pour, entre guillemets, se protéger d'usages non souhaités dans les filières animales. Donc, je précisais aussi qu'il y avait des antibiotiques qui étaient interdits pour la médecine vétérinaire. Et effectivement, dans le cadre de cette réglementation, il y a eu aussi un gros travail qui a impliqué à la fois des médecins et des vétérinaires pour définir en fait une liste d'antibiotiques interdits à la médecine vétérinaire, tout simplement interdits, même dans le cadre de la cascade. Donc, en fait, ça repose sur un acte délégué et un acte d'exécution au niveau de la Commission européenne sur la base de 3 critères: l'importance pour la santé humaine, les risques de transmission et le besoin non essentiel pour la santé animale, et sur la base, on va dire, d'une revue extensive de la littérature, une liste d'antibiotiques, d'antiviraux, d'antifongiques et d'antiprotozoaires interdits à l'utilisation par la médecine vétérinaire a été éditée. Donc ici, je vous présente l'ensemble des antibiotiques et des antiviraux qui sont aujourd'hui tout simplement interdits d'accès à la médecine vétérinaire, y compris par la cascade thérapeutique. Donc juste, il y en a beaucoup qui ne sont pas du tout utilisés en fait en médecine vétérinaire, je vous le rassure. Certains sont eux utilisés soit dans le cadre aussi d'échecs thérapeutiques en médecine individuelle, par exemple chez les animaux de compagnie, on a pu voir quelques utilisations sporadiques de carbapénem historiquement chez les animaux de compagnie, et aussi en fait les chevaux qui eux ont un statut un petit peu particulier puisqu'ils ont une liste de substances essentielles, et les carboxypénicillines par exemple faisaient partie, notamment la ticarciline faisait partie de cette liste de substances essentielles pour les chevaux, donc ils pouvaient finalement utiliser cette substance.
Donc, en parallèle de l'ensemble de ces évolutions, il y a un nouveau challenge qui a aussi été présenté par les interlocuteurs précédents, c'est notamment le rôle de l'environnement dans la dissémination de la résistance. Et ça, c'est quelque chose qui est aujourd'hui inclus directement dans le bénéfice-risque du produit médicament vétérinaire. Donc, même dans l'autorisation de mise sur le marché, l'impact environnemental de l'utilisation de l'antibiotique et son impact de sélection de la résistance dans l'environnement devront être évalués. Mais je ne vous cache pas que c'est un petit peu, on va dire, le parent pauvre, comme il a été mentionné, des données scientifiques. Et aujourd'hui, les données sont peu robustes pour permettre une évaluation, on va dire, de manière claire et éclairée lors d'une autorisation de mise sur marché. Donc, il y a beaucoup de documents qui sont édités au niveau de l'Agence européenne du médicament pour essayer de définir des lignes directrices encadrant, on va dire, le risque environnemental. Donc, très rapidement, je voulais quand même pointer du doigt les aspects d'innovation thérapeutique et d'alternatives aux antimicrobiens, parce que c'est des choses qui sont, on va dire, très prégnantes au niveau du médicament vétérinaire. Donc, avec une stratégie au niveau européen d'objectifs de réduction qui passe aussi par la disponibilité d'autres types de médicaments, donc ce qu'on va appeler des alternatives aux antibiotiques. Donc, bien sûr, vous devez sans doute connaître la classification de l'OMS sur les pathogènes prioritaires, et on voit que l'ensemble des nouveaux antibiotiques qui sont développés dans le monde, en fait, vont de toute manière être restreints, sauf problématiques de toxicologie, vont être restreints en fait à la santé humaine. Donc là, on voit par exemple les dernières découvertes comme l'eravacycline, les plazomacines ou la fidaxomicine, qui sont bien sûr des antibiotiques interdits aujourd'hui en Union européenne d'accès sur le marché vétérinaire. Et quid finalement des autres antimicrobiens? Et là aussi, on va dire qu'il y a des travaux qui sont assez intenses. Donc, l'ANSES, en 2018, a publié un travail assez important sur les alternatives aux antimicrobiens, l'Agence européenne du médicament aussi. Aujourd'hui, les principales, on va dire, les principales substances ou potentielles alternatives sont identifiées ici en bleu dans le cadre de la médecine vétérinaire. Et l'une des premières, finalement, à jouir d'une ligne directrice qui permettent de définir la qualité, la tolérance et l'efficacité des produits vient juste d'être publié par l'Agence européenne du médicament. Donc, en fait, il s'agit de la première ligne directrice sur des médicaments vétérinaires à base de bactériophages. Donc, quelques diapositives en perspective et conclusion de mon intervention. Donc, effectivement, il y a énormément de nouveaux défis malgré l'ensemble des efforts qui ont été faits dans le médicament vétérinaire, tant pour réduire la résistance, mais aussi pour améliorer la disponibilité des produits. Donc, en matière de réduction de la résistance aux antimicrobiens ou aux antiparasitaires, là, l'objectif, en fait, c'est effectivement de définir un vrai cadre scientifico-réglementaire pour promouvoir la révision des médicaments en vue d'améliorer leurs bénéfices-risques en matière d'antibiorésistance. Un autre sujet, et je l'ai notamment vu en conclusion de l'intervention juste avant moi, c'est en fait l'aspect des vieux antibiotiques ou des antibiotiques établis. Et là, il y a énormément de projets, notamment qui se basent sur de l'in silico, donc c'est de la modélisation PK/PD, qui va être utilisée pour optimiser et améliorer en fait les schémas thérapeutiques des vieux antibiotiques afin de maintenir en fait leur efficacité, puisque le maintien de l'efficacité des vieux antibiotiques contribue à leur disponibilité et à leur usage prudent. Et ça, c'est des travaux qui sont en cours. Et comme on sait que les industriels ne vont pas investir sur ces antibiotiques qui sont tombés, on va dire, dans le domaine public, nous, en fait, autorités compétentes et organismes publics, en fait, nous sommes saisis de cette problématique et modélisons au travers de la pharmacologie des antibiotiques et de la pharmacodynamie des schémas thérapeutiques optimisés. Et enfin, pour finir sur une note positive, on voit que la législation et l'encadrement de l'utilisation des antibiotiques au niveau français, européen est relativement important. Mais finalement, la question, c'est pour quels résultats? Et ici, je vous présente les résultats des suivis des ventes d'antibiotiques au niveau français avec l'indicateur qui est l'indicateur ALEA, c'est un indicateur d'exposition qui en fait est le rapport des quantités utilisées ou le nombre d'animaux traités sur la biomasse totale traitée, qui permet d'avoir un suivi de l'évolution de l'exposition, soit globale, soit par espèce animale. Et donc là, vous pouvez voir une diminution assez importante, notamment au travers des deux plans en fait, national de réduction de l'antibiorésistance dans le domaine vétérinaire, que sont EcoAntibio 1, EcoAntibio 2. Et normalement, la semaine prochaine devrait être publié aussi le nouveau plan EcoAntibio 3 en parallèle de la nouvelle feuille de route interministérielle.
Ah oui, et pardon, donc ça c'était tout antibiotique confondu et juste en fait pour vous montrer les réductions importantes en matière d'antibiotiques critiques, donc céphalosporine, donc là on a presque 95% de réduction d'utilisation en médecine vétérinaire depuis 2013. Pour la fluoroquinolone, on est de l'ordre de 90% et pour la colistine, donc depuis la découverte du gène MCR1 et donc de la transférabilité de la résistance à la colistine, il y a eu de nombreuses actions spécifiques à la colistine aussi et on arrive aujourd'hui à des réductions de l'ordre de 66% en termes d'exposition aux antibiotiques critiques. Donc, ces baisses que je vous ai présentées au niveau français sont aussi observées au niveau européen. Donc, ici, je vous ai présenté le dernier rapport européen qui compare en fait les ventes d'antibiotiques dans l'ensemble des pays de l'Union. Et donc, on observe ces mêmes tendances à la décroissance, mais c'est des efforts qui sont à poursuivre. Et donc, il faut continuer de ce qu'on appelle en fait réduire, affiner et remplacer avec l'utilisation des vaccins, des alternatives et aussi de la zootechnie. Il faut aujourd'hui maintenant, et c'est le challenge, adapter la nouvelle réglementation européenne au contexte national et enfin atteindre cet objectif qui est fixé par le nouveau pacte vert de réduire de 50% les ventes d'antimicrobiens d'ici à 2030. Et je vous remercie beaucoup pour votre attention.